Merci pour cette introduction. C'est évidemment un grand plaisir de se trouver dans ce lieu chargé de mémoire à plusieurs titres. D'abord, Henri Poincaré, qui est quand même quelqu'un dont j'ai lu un certain nombre d'ouvrages, y compris celui dont le titre est « La valeur de la science ». C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire et qui n'a pas besoin que des gens le défendent au-delà de ce qui est raisonnable, ce qui se passe quelquefois. En présentant Einstein comme un plagiaire de Poincaré, ce qui est quand même un petit peu ridicule. Puis Jean Perrin. Jean Perrin, pour moi, c'est le livre « Les atomes » qui a bercé ma jeunesse. Et puis c'est la première visite du Petit Provincial à Paris. La première visite du Petit Provincial à Paris, ça a été pour le Palais de la Découverte, qui est une des œuvres de Jean Perrin. Donc je suis ravi d'être dans cet endroit chargé de mémoire. Donc je vais vous parler des deux révolutions quantiques. Alors effectivement, si vous voulez en savoir plus, il y a des vidéos extraordinaires faites par David Louapre, dont d'ailleurs vous avez mis la photo dans votre musée là-haut. C'est un vulgarisateur extraordinaire qui, en particulier sur mon sujet, sur les inégalités de Bell, a fait quelque chose de remarquable. Et il le fait vraiment de A à Z lui-même, et je peux certifier que tout est bon. Donc, qu'est-ce que c'est la physique quantique? C'est la théorie, c'est-à-dire le formalisme mathématique qui permet de décrire le monde à l'échelle très petite des atomes, des molécules, des électrons, etc. Et à cette échelle-là, les lois ne sont pas les mêmes que les lois à notre échelle. Mais la grande force de la théorie quantique, c'est que, aussi bizarre soit-elle, elle permet de décrire parfaitement des faits observés qui sont incompréhensibles en physique classique. J'y reviendrai un tout petit peu, mais quelque chose qui d'emblée est frappant, la stabilité de la matière. À la fin du XIXe siècle, on sait que la matière est formée de charges positives et négatives, et on sait que les charges positives et négatives s'attirent. Comment ça se fait que la matière ne s'effondre pas sur elle-même? Eh bien, la réponse est donnée dans la mécanique quantique par ce dont je vais vous parler dans une minute, qui est la dualité onde-particule. Donc, la physique quantique permet de décrire la stabilité de la matière, la liaison chimique, l'interaction lumière-matière, et puis des phénomènes bizarres comme la supraconductivité, la superfluidité. Ça sert non seulement à décrire ce qu'on a déjà observé, mais ça permet de prévoir de nouveaux phénomènes que personne n'a observés. Alors ça, c'est le test d'une bonne théorie. La théorie prévoit certaines choses, tac, vous allez au labo, vous l'observez. Exemple, l'intrication que j'ai observée dans mon laboratoire, telle qu'elle était prévue par la théorie et que personne n'avait observée jusque-là. Encore plus fort, ou en tout cas encore un autre point de vue, ce formalisme mathématique a permis d'inventer de nouveaux dispositifs, les transistors, les lasers, les circuits intégrés. Excusez-moi du peu, il n'y aurait pas de société de l'information et de la communication sans transistors, lasers et circuits intégrés, d'accord? Et ça n'a pas été inventé par des bricoleurs dans un garage en essayant au hasard. Ça a été inventé par les plus grands physiciens de l'époque qui appliquaient la physique quantique pour comprendre, par exemple, comment les électrons se propagent dans des matériaux qu'on appelle des semi-conducteurs. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'image simple pour représenter ce formalisme dans notre espace habituel. Sur le plan mathématique, il n'y a aucune difficulté. On se place dans des espaces abstraits qu'on appelle des espaces de Hilbert et on travaille là-dedans et ça se déroule très bien. Le problème, j'y reviendrai plus tard, c'est quand vous voulez faire le contact avec l'espace dans lequel nous vivons. Et c'est là qu'on a des images bizarres. C'est ce qui fait que la physique quantique est étrange d'un certain point de vue. Alors attention, elle a beau être étrange, elle ne raconte pas n'importe quoi. Méfiez-vous de raisonnements tels que celui qui est écrit ici, qui consiste à dire la torsion des petites cuillères à distance par la force de l'esprit, ça c'est un phénomène vraiment étrange. Or la mécanique quantique est étrange, dont la torsion des petites cuillères par l'esprit est un phénomène quantique. Ça a l'air ridicule, mais je vous assure, lisez bien ce que vous lirez parfois, et vous verrez qu'un certain nombre de gens tombent dans ce genre de faux syllogisme. Alors, j'ai parlé de deux révolutions quantiques. Eh bien, on a deux concepts à la base des deux révolutions quantiques. La première révolution quantique est basée sur un concept absolument incroyable qui est la dualité onde-particules, où on verra apparaître Einstein et Louis de Broglie. Et la deuxième révolution quantique est basée sur un concept encore plus incroyable qui est
trication quantique, où on verra apparaître Einstein et ses acolytes Podolsky et Rosen, Schrödinger, John Stuart Bell, et puis on en verra d'autres. Commençons par la première évolution quantique. Alors, que veut dire le mot quantique? C'est toujours là, oui. Le mot quantique veut dire qu'il y a des quantités qui sont quantifiées, c'est-à-dire qu'elles prennent des valeurs précises, alors que dans le monde classique, elles peuvent prendre n'importe quelle valeur. Donc, par exemple, la lumière, qui de façon classique est décrite comme une onde, et l'onde, elle se propage, elle occupe tout l'espace, elle peut prendre l'énergie qui est transportée là-dedans peut prendre n'importe quelle valeur. Eh bien, pour certains phénomènes, d'un certain point de vue, Einstein nous a dit il y a des circonstances où il faut considérer la lumière comme faite de petits grains d'énergie, Lichtquanten, donc des quanta d'énergie, et qui apparaissent en quelque sorte comme des corpuscules qu'on appellera plus tard les photons. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, il faut mettre les deux ensemble parce que Einstein sait bien qu'on a besoin de la description par onde pour interpréter des phénomènes tels que les interférences et la diffraction. Deux grands génies du début du XIXe siècle, Thomas Young et Augustin Fresnel, ont démontré qu'il n'y a pas de doute, il faut utiliser la théorie des ondes pour comprendre ces phénomènes. Et depuis 1865, on connaît la nature de ces ondes. Ce sont des ondes électromagnétiques. Maxwell en a fait la théorie. Donc, il n'y a pas de doute, la lumière est formée d'ondes, mais parfois, Einstein nous dit qu'il faut aussi la considérer comme formée de particules. Et donc, Einstein énonce le premier, en 1909, l'idée que, eh bien, dans ce monde bizarre, des objets peuvent être à la fois ondes et particules. Il l'énonce en premier pour la lumière. Alors, quantification de la matière, ça apparaît comment? Ça apparaît en 1913 dans l'atome de Bohr. L'atome de Bohr, c'est un développement basé... Il a l'air de bien marcher, votre truc, effectivement. Pourtant, c'est la même marque que le mien. C'est pas possible, ça. Bon, bref. L'atome de Bohr, de Rutherford, c'est quoi? Rutherford démontre au début du XXe siècle que l'atome est formé d'un noyau très dense avec des charges positives et puis des électrons négatifs qui tournent autour. Et puis, c'est essentiellement du vide là-dedans. Et il l'a démontré en faisant passer des particules, des particules alpha dans une feuille d'or. Et vous voyez que la plupart de ces particules passaient à travers, c'était donc plein de vide, si j'ose dire. Et puis de temps en temps, il y en a une qui shootait dans le noyau et là, hop, elle repartait en arrière. Donc Rutherford a démontré que le modèle d'atome, c'est ça. Et là, on est tout à fait ravis parce que le noyau est positif, les électrons sont négatifs, la loi qui décrit l'interaction entre le noyau et l'électron, c'est la même chose que la pesanteur, c'est une loi qui varie comme l'inverse du carré de la distance. Donc vraiment, l'idée de planètes qui tournent autour du Soleil, ou de satellites, à l'époque il n'y avait pas de satellites, mais enfin il y avait la Lune, ou de satellites qui tournent autour de la Terre, c'est une idée qui a l'air fructueuse. Sauf que, en 1913, Bohr démontre que pour rendre compte de phénomènes, en particulier de la lumière qui est émise par un atome quand on l'excite, eh bien, Bohr nous dit que seules certaines orbites sont permises. Ce n'est pas du tout le cas pour les planètes. Pour les planètes, vous pouvez avoir n'importe quelle orbite, et pour les satellites, n'importe quelle orbite. Vous savez, maintenant, il y a des dizaines de milliers de satellites qui tournent à toutes les distances possibles. Et Bohr dit, non, seules certaines orbites sont permises. Donc ça, c'est encore une caractéristique de quantification. Voilà, il n'y a que certaines valeurs permises, alors que classiquement, vous avez toutes les valeurs qui sont permises. Et pour comprendre ça, eh bien, il va falloir la dualité onde-particule pour la matière, et en particulier pour les électrons qui sont ici. Donc Louis de Broglie, en 1923, reprenant l'idée d'Einstein, mais Einstein l'avait énoncée pour la lumière, lui, il énonce l'idée pour la matière, il dit, voilà, les électrons, vous croyez que ce sont des particules, d'accord, ce sont des particules, mais ce sont aussi des ondes. Et alors ça lui permet d'interpréter la quantification de Bohr, parce qu'il dit, à partir du moment où c'est une onde, si l'électron tourne là sur sa trajectoire, il faut que l'onde, elle se reboucle en phase sur elle-même. Il faut donc que la longueur de la trajectoire soit un nombre entier de longueurs d'onde. Un peu comme la longueur d'une corde de guitare est un nombre entier, bon, de 2000 longueurs d'onde, on ne va pas pinailler pour un facteur 2. Et donc, grâce à cette
à cette dualité en deux particules pour l'électron, eh bien, De Broglie permet d'interpréter les conditions de quantification de Bohr. Alors il faut que vous compreniez que c'est tout à fait extraordinaire parce que cette question de l'analyse de la lumière émise par les atomes quand on l'excite, tous les physiciens butaient totalement dessus. Et là, d'un seul coup, on a une théorie qui sans aucun paramètre ajustable, c'est-à-dire on ne met que des constantes qui sont connues. On a la charge de l'électron qu'on a mesurée par ailleurs, il y a la constante de Planck qu'on a mesurée par ailleurs, etc. Et ça vous permet de prédire avec une précision incroyable les longueurs d'onde de la lumière émise par l'atome d'hydrogène. Tout le monde est absolument stupéfait. Je veux dire, on est vraiment dans quelque chose d'énorme. Donc on est en 1925, on est en 1923, De Broglie a énoncé la dualité en deux particules. Il a dit chaque fois que j'ai une particule qui a une quantité de mouvement P, il y a une longueur d'onde associée. Ça, c'est la constante de Planck. Et puis, à partir du moment où on a une onde, la question qui se pose immédiatement, c'est quelle est l'équation d'onde? Et c'est Schrödinger qui découvre l'équation d'onde en 1925, qui s'écrit sous cette forme, peu importe. Ça, c'est juste pour faire le malin, pour montrer quand c'est écrit. Mais en revanche, j'aime énormément cette diapositive à cause des deux photos. Regardez comme ils ont l'air heureux. Alors, vous vous rendez compte, ça vaut le coup de faire de la physique quantique. Regardez comme ça les rend heureux. Et De Broglie et Schrödinger, ils sont vraiment contents. Bon. Alors cette dualité en deux particules, pour la rendre un petit peu plus concrète, si j'ose dire, mais je n'ai pas dit pour la rendre plus facilement compréhensible, mais pour la montrer d'une façon plus complète, je vais vous présenter une expérience que nous avons faite avec Philippe Grangier en 1985, qui a mis directement en évidence la dualité en deux particules sur des photons uniques. Alors on a une source ici, et nous prétendons que nous avons réussi à créer une source qui émet des photons un par un. Alors ne croyez pas que c'est évident, on a été les premiers. En 1985, c'est la première source de photons uniques au monde. Donc on prétend qu'on a un photon unique. Comment on le démontre? Eh bien, on l'envoie sur une lame semi-réfléchissante. La lame semi-réfléchissante qui est là, qu'est-ce que c'est? C'est comme un morceau de verre. Vous avez un rayon de soleil qui arrive sur un morceau de verre, une partie est transmise, une partie est réfléchie. Eh bien là, vous avez... Si un rayon lumineux arrive là-dessus, une partie est réfléchie, une partie est transmise. Oui, mais si les mots ont un sens, si j'ai vraiment une particule qui s'appelle un photon, il ne va pas se couper en deux. Il va aller ou d'un côté ou de l'autre. Donc il va aller ou d'un côté ou de l'autre. Et donc, nous avons ici deux détecteurs et nous avons ici un magnifique circuit électronique qui s'appelle un circuit à coïncidence. Et si ce circuit à coïncidence est tel que s'il y a une détection simultanée ici et là, il nous donne un résultat, et s'il n'y a jamais de détection simultanée, il dit 0. Eh bien, avec Grangier, nous avons démontré effectivement, en envoyant les photons les uns derrière les autres ici, qu'ils étaient détectés soit d'un côté, soit de l'autre, mais jamais des deux côtés à la fois. Donc, on a bien une particule qui va soit d'un côté, soit de l'autre. Bon. On a pris la même source, la même lame semi-réfléchissante, et au lieu de mettre des détecteurs ici et là, on a refermé les trajets lumineux, on a recombiné les deux rayons qui arrivent ici sur une deuxième lame semi-réfléchissante, et ça s'appelle un interféromètre. Un interféromètre, c'est quelque chose dans lequel une onde lumineuse se coupe en deux, on la laisse propager et on la recombine. Et ce qu'on observe à la recombinaison dépend de la différence des chemins entre les deux côtés. Donc on a exactement un schéma comme ça, dont on se dit, si j'ai une onde, l'onde se coupe en deux, ça se recombine arrivé ici, et quand ça se recombine en arrivant ici, eh bien ce qu'on observe dépend de la différence entre le chemin du haut et le chemin du bas. Or, cette différence entre le chemin du haut et le chemin du bas, je peux assez facilement la modifier, facilement, entre guillemets, il faut un peu de technologie, mais on peut la modifier en déplaçant ce miroir à l'échelle d'une fraction de micromètre. C'est là où je dis que ce n'est pas si facile que ça. Mais on sait le faire, les technologies modernes permettent de le faire. On déplace ce miroir et en fonction de la position de ce miroir, on observe plutôt ici ou plutôt là, plutôt ici, plutôt là, et on observe donc une probabilité de détection qui varie sinusoïdalement avec la différence entre les deux chemins. Ce qui prouve bien qu'il y a quelque chose qui est passé des deux côtés à la fois, puisque ça dépend de la différence entre les deux côtés. Donc vous voyez, dans la première expérience, on a prouvé que notre machin, il va soit d'un côté, soit de l'autre.
Mais dans la deuxième expérience, le même machin, il va des deux côtés à la fois. C'est ça la dualité onde-particule. Donc c'est quand même étonnant, parce que c'est, encore une fois, j'insiste, c'est la même source de... Tiens, pourquoi c'est en anglais ici? Bon, peu importe. C'est la même source de photons uniques, c'est la même lame semi-réfléchissante, mais on a des images contradictoires. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces images contradictoires? Il y a quand même un peu de quoi se taper la tête contre les murs. Alors Bohr dit non, non, vous énervez pas, parce que vous devez choisir. Soit vous faites cette expérience, et dans ce cas-là, vous allez voir la mise en évidence du caractère corpuscule, soit vous faites la deuxième expérience et vous avez mise en évidence du caractère ondulatoire, mais vous ne pouvez pas faire les deux expériences en même temps. Donc il vous faut choisir la propriété que vous voulez mettre en évidence. C'est la philosophie de Bohr, la complémentarité de Bohr. Bien, donc je conclus sur la première évolution quantique. Je vais vous répéter ce que j'ai déjà dit, mais ça ne fait pas de mal, la base de la pédagogie, c'est la répétition. La dualité onde-particule, c'est un concept à la base de la première évolution quantique qui permet de comprendre la structure de la matière, sa stabilité, ses interactions avec la lumière. Ça permet de comprendre les propriétés mécaniques et électriques de la matière. Et puis, ça permet même de comprendre des choses bizarres comme la superfluidité et la supraconductivité. Ça a permis d'inventer des trucs comme les transistors, les lasers qui sont à la base de la société de l'information et de la communication. Donc, cette révolution a été d'abord conceptuelle, ensuite scientifique et enfin technologique. Elle a bouleversé la société. On va essayer de voir où on en est avec la deuxième révolution quantique. Je suis épaté que votre truc marche, là. Vous allez m'en faire cadeau. Hein. Non, mais c'est bien, ça. Bon, allons-y. Où est-ce que j'en suis là? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, la seconde révolution quantique. Alors, la seconde révolution quantique est basée sur le concept d'intrication et je vais vous le présenter tout simplement sous la forme où nous l'avons mis en évidence. Et voilà comment ça se passe. J'ai deux photons, un photon qui va vers la gauche, un photon qui va vers la droite. Je les ai dessinés de deux couleurs différentes pour que les plus savants d'entre vous qui croient que ça a à voir avec l'indiscernabilité ne croient pas que l'intrication a nécessairement à voir avec l'indiscernabilité. Dans ce cas, les deux photons avaient vraiment des couleurs différentes, ils étaient tout à fait discernables. Alors, sur les photons, on va faire une mesure de polarisation. Alors, je fais l'hypothèse que vous ne savez pas forcément ce qu'est une mesure de polarisation. Et je vais vous faire une petite expérience. Là, je ne sais pas si ça va vous aider à le comprendre, mais enfin, en tout cas, comme on m'a fait ce petit appareil pour que je fasse des démonstrations, donc je vais vous la faire, la démonstration. Alors, l'idée est la suivante. Ce n'est pas parce qu'on parle de photons qu'on oublie que c'est la lumière. La lumière, c'est une onde. Et une onde, qu'est-ce que c'est? Une onde électromagnétique, c'est quelque chose qui, lorsqu'elle se propage, il y a un champ électrique qui vibre perpendiculairement à la direction de propagation. Ce qui veut dire que ce champ électrique, il est dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation. Et vous savez que pour définir une direction dans un plan, eh bien, on a deux vecteurs unitaires, x et y, qui nous permettent de définir ça. Donc, en fait, on a deux possibilités. Et ces deux possibilités, on va pouvoir mesurer l'angle dans lequel vibre le champ électrique avec un appareil qu'on appelle un polariseur. Alors voilà, ici, la lumière est polarisée perpendiculairement à l'axe du polariseur, elle sort en bas. Elle est polarisée parallèlement à l'axe du polariseur, elles sont en haut. Donc vous voyez le polariseur qui est là, on peut envoyer de la lumière soit suivant son axe, soit perpendiculairement à son axe. Si c'est parallèle, ça sort en haut. Si c'est perpendiculaire, ça sort en bas. Et si j'ai un faisceau de lumière classique, comme celui qui est ici, si on est polarisé à un certain angle, eh bien, un morceau sort en haut, un morceau sort en bas. Mais si j'ai un photon unique, je vais recommencer ma petite chanson, si j'ai un photon unique ici, il ne va pas sortir en partie en haut, en partie en bas. Il va sortir soit en haut, soit en bas, et je vais répéter un grand nombre de fois l'expérience, et j'aurai la probabilité de sortir en haut, la probabilité de sortir en bas, et ces probabilités, je vais pouvoir les mesurer avec une expérience, en répétant l'expérience. Et là, vous avez une caractéristique de la physique quantique. Dans la mesure où les quantités sont quantifiées, quand vous faites une expérience, en général, plusieurs valeurs sont possibles et tout ce que vous pouvez
calculer, c'est la probabilité d'avoir la première valeur, ou la deuxième, ou éventuellement la troisième, la quatrième, etc. Donc, on va faire une mesure de polarisation suivant la direction A. Si la polarisation est parallèle à, ça sort en haut. Si c'est perpendiculaire en bas, ça sort en bas. Si la polarisation est quelconque, ça se partage. Mais si j'ai un photon, ça ne se partage pas. Ça va soit en haut, soit en bas, et je mesure les probabilités. Voilà. Alors maintenant, venons au cœur de l'affaire, quand un état dit Einstein, Podolsky, Rosen, et je complète par Bohm, parce que David Bohm a eu le coup de génie de transformer un peu l'expérience initiale d'Einstein, Podolsky et Rosen en introduisant précisément des variables qui ne pouvaient prendre que deux valeurs. Et c'est ça qui a ajouté tout le sel de la situation. Enfin, ça a ajouté du sel à la situation, elle était déjà pas mal, même à l'époque d'Einstein, Podolsky et Rosen. Donc, ce que découvrent Einstein, Podolsky et Rosen, et qui est un peu explicité par Bohm, c'est qu'un état comme ça, c'est permis par le formalisme quantique. Alors vous allez me dire, ça vous fait ni chaud ni froid. Alors je vais essayer de vous expliquer. D'abord, cette notation est une notation géniale, introduite par un génie qui s'appelle Paul Dirac, qui nous explique que si j'ai deux photons qui sont polarisés suivant X, alors je le décris comme ça. Ça me décrit deux photons polarisés suivant X. Et puis évidemment, Y c'est un axe comme ça, donc YY c'est une paire de photons polarisés suivant Y. Et le coup de génie d'Einstein, Podolsky et Rosen, c'est de dire, si cet état est un état possible, et si ce deuxième état est un état possible, eh bien la superposition des deux est également un état possible. Et là, je vous renvoie au chat de Schrödinger. Un chat vivant, c'est possible. Un chat mort, c'est possible. Eh bien, en physique quantique, on peut avoir un chat à la fois vivant et mort. C'est exactement quelque chose de cette nature. C'est-à-dire que les deux photons qui sont à la fois comme ceci et comme cela, ne pensez pas que c'est à 45 degrés. Non, c'est à la fois comme ceci et comme cela, et c'est aussi étonnant, sauf qu'il y a moins de particules que dans un chat, mais c'est aussi étonnant qu'un chat de Schrödinger qui est à la fois vivant et mort. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Eh bien, on va faire des petits calculs de probabilité, et c'est là où on va s'apercevoir qu'effectivement c'est assez étonnant cet état, comme Einstein et ses collègues l'avaient vu et démontré. Donc, on fait le calcul quantique sur cet état-là. Un étudiant de 3e ou 4e année d'université sait faire ce calcul-là, et les premières choses qu'on peut calculer, c'est probabilité d'avoir plus 1, probabilité d'avoir moins 1 d'un côté et de l'autre. Et là, résultat qui est un peu, bon voilà, il est ce qu'il est, les probabilités valent 50%, quelle que soit l'orientation. Donc j'ai beau tourner mon polariseur dans n'importe quelle direction, j'ai toujours 50% de chance d'avoir en haut, 50% de chance d'avoir en bas, et c'est donc comme de la lumière qu'on appelle non polarisée, la lumière naturelle qui vient du soleil est non polarisée. Bon, alors ça n'a pas l'air très intéressant. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on calcule les probabilités conjointes d'avoir un résultat d'un côté et un résultat de l'autre. Par exemple, si je calcule la probabilité d'avoir plus 1 et plus 1, lorsque les deux polariseurs sont parallèles entre eux, eh bien, je trouve que si j'ai plus 1 d'un côté, je suis certain d'avoir plus 1 de l'autre, et si j'ai moins 1 d'un côté, je suis certain d'avoir moins 1 de l'autre. Alors vous voyez, il faut se réveiller. Hein. Vous voyez, c'est ce que j'appelle un jeu de pile ou face truqué. Parce que je veux attirer votre attention sur le caractère quand même assez incroyable de ce qui se passe. Ici, j'ai une source, elle envoie un photon, on fait la mesure, et les gens qui sont là vont observer que c'est parfaitement aléatoire. Un coup plus 1, un coup plus 1, moins 1, plus 1, plus 1, moins 1, moins 1, etc. C'est comme si quelqu'un lançait une pièce de monnaie, ça a l'air totalement aléatoire. Même chose de l'autre côté, les gens qui sont là-bas disent « ouais, ça a vraiment l'air totalement aléatoire ». Et ceux qui sont un peu plus loin, pour peu qu'ils aient une bonne vue, eh bien, ils vont s'apercevoir que les résultats des deux côtés sont toujours les mêmes. Ça a l'air aléatoire, mais s'il y a plus 1 ici, il y a plus 1 là, et s'il y a moins 1 ici, il y a moins 1 là. Alors imaginez que vous observez ça avec des pièces de monnaie. Alors comme il y a une source commune, on imagine qu'il y a une machine, ici, qui envoie
une pièce de monnaie à Alice, une pièce de monnaie à Bob. On les appelle Alice et Bob, hein, les joueurs, c'est comme ça dans la littérature. Parce qu'au début, c'était A, B, et les gens trouvaient intéressant d'appeler Alice et Bob. Donc la machine envoie une pièce de monnaie à Alice, une pièce de monnaie à Bob, et ils lancent leurs pièces, pile, pile. Ça recommence, face, face. Alors évidemment, vous dites qu'il y a un truc. Ben oui, forcément, il y a un truc. Et le truc, c'est quoi? Ben, je vous en cite un. La machine, elle n'a que des pièces avec deux piles ou des pièces avec deux faces. Donc, si elle envoie des pièces avec deux piles, eh ben, lui, il va avoir pile, Alice va avoir pile, Bob va avoir pile, etc. Il y a un truc. Donc, l'idée, c'est ce calcul quantique qui donne des résultats bizarres. Il faut trouver le truc. Eh bien, le truc, Einstein nous dit... Ah oui, alors je suis allé un peu trop vite. Pour trouver le truc, comment on fait? Ben, n'oubliez pas qu'on est parti d'un calcul quantique. Donc on se dit, je regarde la façon dont j'ai fait le calcul et ça va m'éclairer. Eh bien, la réponse est pas du tout. Pourquoi? Parce que la façon simple de faire le calcul, ça consiste à opérer dans le fameux espace de Hilbert dont je vous ai déjà parlé, qu'on ne sait pas bien connecté avec le nôtre. Alors dans cet espace de Hilbert, ça va tout seul. On a l'état quantique qui décrit à la fois les deux particules, on projette sur le résultat qui décrit les deux résultats possibles, et boum, on trouve la formule dont on a besoin. Donc, si vous voulez, le calcul, il va tout seul, mais on ne sait pas ce qu'on doit en faire dans notre espace, parce qu'il est fait dans un espace abstrait et qu'on ne peut pas identifier des propriétés individuelles sur chacune des deux particules. Alors, à partir de là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et j'aime bien cette phrase d'un théoricien, il n'y a pas plus copenhagien, borien qu'Acher Pérez. Néanmoins, il écrit dans son bouquin, les phénomènes quantiques ne se passent pas dans un espace de Hilbert, ils se passent dans un vrai laboratoire, et un vrai laboratoire, c'est notre espace. Donc, il faut faire quelque chose. Eh bien, le quelque chose, ça va consister à repenser à l'exemple que j'aurais dû vous donner seulement maintenant, mais que je vous ai déjà donné tout à l'heure, en disant, si j'ai des pièces de monnaie, cherchez le truc c'est quoi? C'est que les deux pièces, dès le départ, elles ont une propriété commune. Par exemple, pile-pile, alors pile-pile d'un côté, pile-pile de l'autre, ou face-face d'un côté, face-face de l'autre. Et bien là, c'est pareil, on se dit, dès le départ, les deux photons ont une propriété commune qui va déterminer le résultat de la mesure. Alors pour certaines valeurs de lambda, ce sera plus 1 d'un côté, plus 1 de l'autre. Puis le lambda, là, qui est un paramètre qui vaut ce que vous voulez, pour d'autres valeurs de lambda, ça va valoir moins 1 d'un côté, moins 1 de l'autre, etc. Alors par exemple, lambda, on pourrait dire, dès le départ, ils sont XX. Voilà. Puis, dès le départ, ils sont YY. Puis, un coup, c'est XX, un coup, c'est YY. Et puis, vous développez. Bon, on se dit, tiens, ça, c'est une bonne idée. Alors, je voulais vous faire remarquer que ça, c'est vraiment totalement scientifique. Un raisonnement qui vous conduit à l'idée qu'il y a un paramètre commun dès le départ, ce qui est le raisonnement d'Einstein, Podolsky et Rosen. C'est un raisonnement, on ne peut plus scientifique. Quand vous avez des biologistes ou des médecins qui observent que deux jumeaux vrais, jumeaux homozygotes, qui observent que quand deux jumeaux homozygotes ont bien sûr la même couleur d'yeux, les mêmes couleurs de cheveux, mais peut-être qu'il y en a un qui a une maladie, l'autre une maladie, ils concluent que tout ça est dû au fait qu'ils ont les mêmes chromosomes, puisque des jumeaux vrais, on sait qu'ils ont les mêmes chromosomes, c'est pour ça qu'on les appelle homozygotes. Donc, aujourd'hui, on peut le vérifier directement parce qu'on sait analyser les codes génétiques. Mais il y a 30 ans ou 40 ans où on ne savait pas le faire, les biologistes, les médecins avaient conclu depuis longtemps que si des jumeaux vrais avaient les mêmes maladies, c'est précisément parce qu'ils avaient les mêmes chromosomes. Donc, cette explication, c'est une vraie explication scientifique. Et pourtant, Bohr est en désaccord. Pourquoi est-il en désaccord? Alors ça, c'est le grand mystère. C'est le génie de Bohr. Le génie de Bohr, c'est d'avoir eu l'intuition qu'on ne pouvait pas se permettre d'ajouter des paramètres, les fameux paramètres lambda, la physique quantique, que si on les ajoutait, elle allait s'effondrer. Mais je dis, il a eu l'intuition. Et vous pouvez lire et relire tant que vous voulez son article, ce n'est pas une démonstration. C'est des arguments de nature épistémologique. À la fin, c'est une divergence avec Einstein sur la nature de la réalité physique. J'y reviendrai à la fin, et si j'oublie d'y revenir, vous me poserez la question.
Et donc, Bohr a cette intuition que ce n'est pas possible, mais il n'arrive absolument pas à convaincre Einstein, alors qu'en 1927, il y avait déjà eu un débat où là, Bohr arrivait avec un raisonnement impeccable, et Einstein avait dit « d'accord, tu as raison hein. ». Tandis que là, c'est des arguments philosophiques, épistémologiques. Alors si vous adoptez la philosophie de Bohr, vous êtes convaincu par Bohr, et si vous adoptez la philosophie d'Einstein, vous êtes convaincu par Einstein. Et voilà. Et ça dure comme ça, et il se passe quoi? Rien. Il ne se passe rien, personne ne fait attention. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Bohr et Einstein continuent à débattre du sujet jusqu'à leur mort. Einstein meurt en 1955, Bohr meurt en 1962, et jusqu'au dernier moment, Bohr a continué à aligner des arguments pour dire pourquoi on ne pouvait pas compléter la physique quantique, mais ça tourne en rond, il n'arrive pas à se convaincre. Alors, les autres physiciens, pourquoi ils ne s'intéressent pas au débat entre Bohr et Einstein? Alors, il y a plusieurs raisons tout à fait légitimes. D'abord, la physique quantique marche remarquablement bien. Les gars imaginent des phénomènes, vont au laboratoire, les observent, ça permet d'interpréter tellement de choses, c'est faramineux, les succès de la physique quantique. Et je pense que la raison principale, pour ceux, alors il y a ceux qui ne sont pas au courant qu'il y a un débat, parce que c'est de vieux, alors les jeunes, ils ne s'intéressent pas au débat entre les vieux, même des monstres sacrés comme Bohr et Einstein. Bon. Mais ceux qui savent qu'il y a un débat, s'ils regardent un petit peu, ils constatent que c'est un débat de nature interprétation, mais c'est un débat qui ne porte absolument pas sur les résultats des calculs. C'est-à-dire que Einstein ne remet absolument pas en cause la façon de faire les calculs. Donc ils sont d'accord sur la façon d'appliquer la théorie pour faire des prévisions que vous pouvez aller vérifier dans les laboratoires. Simplement, c'est la façon d'interpréter ces calculs sur lesquels ça diverge. Alors les jeunes, ils ont autre chose à faire, ils vont au laboratoire, ils vérifient, ils sont contents et ils se disent je réfléchirai à ça plus tard quand je serai retraité. Voilà. Donc il n'y a pas de désaccord sur la validité, je pense que c'est la raison principale pour laquelle personne ne s'y intéresse, très peu de gens s'y intéressent. Il y a quelqu'un qui va s'y intéresser, c'est John Bell, on en a parlé déjà, John Stuart Bell, un théoricien d'origine irlandaise qui travaille au CERN à Genève, qui est un théoricien qui fait des calculs tout à fait standards sur la théorie des particules élémentaires, mais comme il a dit lui-même, pendant la semaine, je suis un ingénieur quantique. Par ingénieur quantique, il veut dire je fais des calculs comme tout le monde, je manipule la technique de la physique quantique. Mais il dit, pendant le week-end, I have my principles. Donc pendant le week-end, il réfléchit aux principes de la physique quantique. Et donc, il s'intéresse à ce débat entre Bohr et Einstein, et il découvre, à sa grande stupéfaction, que si on complète la physique quantique, si on rajoute des paramètres lambda dans l'esprit de la vision du monde d'Einstein, eh bien, à un moment donné, dans certaines circonstances très rares, on arrive à une contradiction avec ce que prédit la physique quantique. Autrement dit, le choix entre le point de vue de Bohr et d'Einstein, c'est plus une question seulement de philosophie, c'est vraiment une question qui va pouvoir être tranchée par une expérience. Il n'y a qu'à, entre guillemets, se mettre dans une des situations qui sont identifiées par Bell, aller faire l'expérience, et ou bien on est en accord avec la limite que Bell trouve pour les théories à la Einstein, une quantité S doit être inférieure à 2, ou bien, si la physique quantique a raison, cette quantité S va être plus grande que 2. Donc il n'y a qu'à faire la mesure et observer. Alors le yaka est un peu compliqué, vous l'imaginez, et donc il a fallu... Donc on peut trancher le débat par une expérience, et il a fallu les efforts de nombreux expérimentateurs pour arriver à une conclusion qui aujourd'hui n'est plus discutée par personne. Alors le premier, c'est Clauser et Friedman, en 1972. On voit ici Clauser dans sa manip. C'est une manip qui est magnifique, qui n'est pas parfaite, qui est assez loin du schéma que je vous ai présenté au début, ici, mais, ma foi, c'est une manip qui, quand même, apporte quelque chose et qui est en accord avec la physique quantique et en désaccord avec les inégalités de Bell qu'il faut développer pour s'appliquer à la manip telle qu'elle est, qui n'est pas parfaite. Bon.
Au même moment, en 1972, vous avez une équipe à Harvard. Vous voyez, Clauser et Friedman, c'est Berkeley, c'est assez prestigieux. Bon, Pipkin et Holt, ils sont à Harvard, qui est tout aussi prestigieux. Eux, ils trouvent accord avec les inégalités de Bell et désaccord avec la physique quantique. On se dit bizarre, bizarre. Alors, vous avez deux autres expériences qui vont être développées. Clauser va répéter l'expérience de Pipkin et il va trouver la physique quantique. Et puis surtout en 1976, il y a quelqu'un qui s'appelle Fry, qui se trouve au Texas. Alors c'est assez marrant, parce que vous avez Berkeley d'un côté, Harvard de l'autre, et le gars qui est au milieu, au Texas, il fait une expérience qui est un peu plus précise que les précédentes. Il est le premier à pouvoir utiliser un laser. Dès que vous utilisez un laser, votre manip, elle donne des résultats plus fiables parce que ce qu'on appelle le signal est plus fort, le rapport signal sur bruit est meilleur. Et donc, Fry trouve la physique quantique, dont là, on a un score 3-1 en faveur de la physique quantique. Mais, encore une fois, il faut savoir que ces expériences sont loin du schéma de l'expérience de pensée. Et c'est pour ça que je me lance à peu près au même moment. Moi, je commence en 74-75, donc on ne connaît pas encore les résultats de Clauser et Fry, mais je me lance en 74-75 pour faire des expériences dont les schémas vont être beaucoup plus proches de l'expérience de pensée sur lesquelles raisonnent les théoriciens. Alors, le premier travail va être de construire une source de paires de photons intriqués beaucoup plus efficace que les sources précédentes. Et pour ça, je vais utiliser plusieurs lasers pour exciter des atomes et les exciter d'une façon tellement fine qu'ils n'ont pas le choix, les pauvres atomes. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est émettre les paires de photons intriqués dont j'ai besoin. Alors que dans les expériences précédentes, pour schématiser, on tapait un peu dans le tas. Et puis, de temps en temps, on avait les bonnes paires, et puis le plus souvent, on n'avait pas les bonnes paires. Là, j'ai une excitation sélective qui me donne uniquement les paires dont j'ai besoin. Je vais par ailleurs être capable d'obtenir qu'un laboratoire de pointe me fabrique des polariseurs à deux sorties. Alors vous allez me dire, ah bon, les autres n'en avaient pas? Non, les autres n'en avaient pas. À cette époque, et à la surprise des jeunes, il y a encore quelques jeunes ici, on n'avait pas de séparateur de polarisation qui donnait soit la voie plus 1, soit la voie moins 1. On avait, pour faire simple, des polariseurs qui donnaient la voie plus 1 et qui absorbaient la voie moins 1. Et donc, pour arriver à interpréter les résultats, il fallait faire une expérience avec deux polariseurs, une expérience avec un seul, une expérience avec 0. On comparait tout ça et on disait la différence avec plus 1, et puis quand on a tout retiré, c'est moins. Mais enfin, tout ça, c'est des raisonnements indirects. C'était pas mal, mais j'ai eu la chance d'avoir des amis au laboratoire Philips à Eindhoven qui ont réussi à me fabriquer des séparateurs de polarisation pour ma manip. Et alors, juste pour vous donner une idée, le monde de la recherche est quand même sympa. Quand je leur ai dit, mais ça va me coûter combien? Il m'a dit, c'est même pas la peine qu'on te donne le prix, c'est beaucoup trop cher pour un laboratoire universitaire, donc on va te le faire gratuitement. Donc, vous voyez, c'est sympa quand même. Donc, j'ai eu droit à des séparateurs de polarisation qui donnaient le résultat plus 1 et moins 1, et avec ça, on a fait une superbe manip qui était la première fois où ça respectait le schéma que je vous ai donné au début, et on a violé, accrochez-vous bien, les inégalités de Bell par plus de 40 barres d'erreur. Barre d'erreur, ça dit quelque chose à tout le monde. Vous faites des mesures, vous avez une barre d'incertitude. On était au-dessus de 2, on avait 2,70, et là, avec 40 barres d'incertitude distantes, donc il n'y avait pas photo. Et puis, la dernière expérience, celle qui m'a valu le prix Nobel, c'est une expérience dans laquelle on se posait la question suivante, qui était posée par Bell dans son article. Bell disait, ce qui serait vraiment bien, ce serait de changer l'orientation du polariseur pendant que le photon se propage. Comme ça, on empêcherait toute possibilité qu'il y ait un truc qui fasse communiquer les deux bouts. Si on change alors que ça se propage, comme rien ne va plus vite que la lumière, vous n'arriverez pas à influencer l'autre bout. Donc Bell avait dit que ce serait bien de faire ça, que ça représenterait vraiment un test de la totalité des idées de base d'Einstein. Eh bien, j'ai réussi à le faire en inventant un petit système diacousto-optique, etc. Et j'ai réussi effectivement à changer l'orientation. Alors, vous me dites, qu'est-ce que c'est ce schéma? Allez, je vais vous expliquer. Même si vous n'avez pas posé la question, vous n'allez pas y échapper. L'idée, c'est que
tourner un polariseur qui fait une trentaine de kilos en quelques nanosecondes, parce qu'on a droit qu'à quelques milliardièmes de seconde. Hein, j'ai 6 mètres, pour parcourir 6 mètres à la lumière, mais 20 nanosecondes, 20 milliardièmes de seconde. On ne va pas tourner un polariseur de 20 kilos comme ça. Donc l'idée, c'est d'inventer un aiguillage qui permet soit d'envoyer la lumière vers un polariseur dans l'orientation A, soit vers un polariseur dans l'orientation A'. Et si l'aiguillage va assez vite, ben c'est équivalent à un seul polariseur qui va d'un côté à l'autre. Voilà l'expérience qui m'a permis de publier ce résultat intéressant. Bon, donc là, on est en 1982, il y a un peu plus de 40 ans, et puis voilà. Alors voilà quoi? Eh bien, il y a des gens qui se disent la source d'aspect, elle est pas mal, mais on peut faire encore mieux. Alors effectivement, il faut encore mieux. Moi, le problème de ma source, c'est que les photons, ils partaient dans toutes les directions de l'espace. Alors je les capturais avec des grosses lentilles, donc quand j'avais de la chance, il y en avait un qui rentrait dans la lentille, l'autre qui rentrait dans la lentille, mais enfin, j'en perdais beaucoup quand même. Eux, ils arrivent à utiliser un processus qui, pour ceux qui connaissent un peu la physique, c'est un processus d'optique non linéaire. En optique non linéaire, on a une condition dite d'accord de phase qui fait que le processus ne se produit que dans des directions bien déterminées. Du coup, les deux photons qui sont émis dans des directions très précises, tellement précises que je peux les injecter dans des fibres optiques. Et si je peux les injecter dans des fibres optiques, alors là, on peut aller observer très loin. Par exemple, Nicolas Gisin, à Genève, il injecte les photons dans Cornavin, qui est près de la gare, hein, pour ceux qui connaissent Genève, et puis il a des stations de détection à plusieurs kilomètres, dans le village de Bellevue ou dans le village de Bernex. Alors vous allez me dire, il injecte dans quoi? Il injecte dans les fibres optiques du réseau téléphonique suisse, tout simplement. Il arrive à obtenir de pouvoir utiliser les fibres optiques du réseau téléphonique suisse pendant la nuit, pendant que les gens ne sont pas trop sur Internet, je suppose. Et puis voilà. Et il trouve que l'intrication, donc le test des inégalités de Bell, montre que l'intrication survit à des dizaines de kilomètres. Zeilinger fait une expérience un peu du même type. Ça, c'est en 1998. Zeilinger aussi, c'est en 1998. Alors, Zeilinger, lui, il a des fibres à lui, il n'utilise pas le réseau téléphonique. Et il fait quelque chose de tout à fait remarquable que j'aurais rêvé de pouvoir faire, mais que je ne pouvais pas faire dans mon expérience, qui est la suivante. La fibre ici est assez longue, elle fait 200 mètres, je crois, pour qu'il ait le temps, pendant que le photon se propage, de lancer un générateur de nombres aléatoires qui va déterminer l'orientation du polariseur. Moi, je faisais ce que je pouvais, je secouais comme un fou, puis voilà, je secouais comme un fou d'un côté, comme un fou de l'autre. Évidemment, c'était pas coordonné les deux côtés, mais enfin, bon, c'était comme ça. Tandis que Zeilinger, lui, il peut lancer un générateur de nombres aléatoires qui détermine l'orientation, et paf, il mesure. Et il confirme qu'on a bien l'intrication, même en choisissant au dernier moment, de façon aléatoire, l'orientation du polariseur. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? Donc, c'est maintenant que vous attendez. Hein, on conclut que la vision d'Einstein du monde, qui s'appelle le réalisme local, eh bien, doit être abandonnée. Et donc, je vais un petit peu commenter ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Eh bien, figurez-vous qu'il suffit d'aller lire Einstein pour le savoir. Alors là, vous avez le droit d'être surpris et de dire quoi? Einstein ne croyait pas à ce qu'il disait? Mais si, il croyait à ce qu'il disait. Il y croyait même tellement qu'il en faisait un raisonnement par l'absurde. Il disait, si je n'avais pas raison, voilà ce que vous devriez avaler. Et c'est tellement incroyable que j'ai manifestement raison. Eh bien, non, justement. Et donc, voilà ce qu'Einstein nous dit. Si je n'avais pas raison, il vous faudrait accepter soit d'abandonner l'indépendance des réalités physiques présentes dans des volumes distants, je vais commenter, hein, soit accepter que la mesure sur le premier système modifie instantanément l'état du deuxième système. Alors je vous fais remarquer que ce n'est pas si loin l'un de l'autre, parce que j'ai un premier système ici, et ce que nous dit Einstein, c'est que lui, il aimerait bien pouvoir dire ce système a une réalité physique, ce système a une autre réalité physique, et comme les deux systèmes sont séparés pour Einstein, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas communiquer par une interaction, ou alors il faudrait que cette interaction aille plus vite que la lumière. Donc si mes deux systèmes sont séparés, eh bien la propriété de l'ensemble des deux, c'est tout simplement la somme des propriétés de l'un et la somme des propriétés de l'autre.
Eh bien, si on abandonne ça, c'est ce qu'on appelle le holisme quantique. Ça consiste à dire que le tout est davantage que la somme des parties. C'est ça le holisme quantique. L'autre point de vue qui n'est pas si différent consiste à dire, écoutez, alors il faut que j'accepte que quand je fais quelque chose ici, ça agisse instantanément sur l'autre qui est là-bas, et donc, effectivement, ils sont connectés. Donc vous voyez que les deux propriétés ne sont pas vraiment différentes l'une de l'autre. Néanmoins, c'est intéressant de les distinguer, d'une part parce que Einstein lui-même les distingue, et d'autre part parce qu'aujourd'hui, elles nous conduisent à des classes différentes de technologie quantique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le holisme quantique, le fait que dans des objets intriqués, il y a plus que la somme des propriétés de l'un et de l'autre, c'est ce qui permet de comprendre que quand on a un nombre assez élevé d'objets intriqués, vous pouvez arriver à fourrer là-dedans une quantité d'informations absolument phénoménale, et si vous faites une transformation sur ce système, eh bien vous transformez d'un seul coup toutes ces informations, dont c'est du parallélisme massif, en quelque sorte. Donc c'est l'idée de base des calculs quantiques, des ordinateurs quantiques dont vous entendez beaucoup parler. Quant à la non-localité quantique, eh bien, c'est plutôt le fait que les deux composantes de la paire ont l'air d'être en interaction l'une avec l'autre, ça va conduire plutôt aux technologies quantiques liées au transport d'informations. On appelle ça soit la cryptographie quantique, qui permet d'échanger des informations de façon sécurisée, soit la téléportation quantique, qui permet de téléporter non pas vous ou moi, mais qui permet de téléporter de l'information quantique. Et vous allez me dire à quoi ça sert. Imaginez que vous avez un calculateur quantique ici, qui sort en résultat sous une forme quantique, et un deuxième calculateur qui veut utiliser ce résultat. Si vous commencez à le lire, vous dégradez l'information, alors que si vous arrivez à la transférer directement, vous ne l'avez pas perdue en route. Et l'idée de téléportation quantique, qui est absolument extraordinaire pour un physicien, c'est ça, c'est le fait de transporter une information quantique directement. Je n'en reparlerai pas, c'est pour ça que j'en ai parlé là. Par contre, je vais vous parler de cryptographie quantique et je vais vous parler de la façon dont accepter l'idée de non-localité quantique, ce qui est mon cas. Moi, j'accepte l'idée de non-localité quantique. Je vais vous montrer comment, si on accepte l'idée de non-localité quantique, on peut comprendre instantanément pourquoi la méthode de cryptographie quantique inventée par Arthur Eckert est une méthode fiable. Alors commençons par la non-localité quantique. Où est-ce que je la vois? Eh bien, je vais la voir en reprenant le schéma que je vous ai présenté au début et en essayant de fabriquer une image dans notre espace. Et pour arriver à fabriquer une image dans notre espace, je vais supposer que la mesure est d'abord faite au premier polariseur, qui est là, et ensuite seulement au deuxième. Et en décomposant, je vais pouvoir vous donner une image dans notre espace. Alors allons-y. Je fais une mesure ici, je peux avoir soit le résultat plus 1 qui correspond à un résultat de polarisation suivant x, soit le résultat moins 1 qui correspond au résultat suivant y. Et là, qu'est-ce que je fais? Alors je prends ma Bible. Ma Bible, c'est le Cohen-Tanuji, Due et Laloé. C'est un livre de mécanique quantique qui est pour beaucoup de gens la référence. C'est pour ça que je l'appelle ma Bible, parce que c'est ma référence. Il y a là-dedans les commandements de la physique quantique. Et ce que me dit la Bible, c'est que immédiatement après la mesure, eh bien, il faut prendre l'état qui est là et le projeter sur une espèce de sous-espace abstrait, mais qui correspond à ce résultat-là. Alors on y va, on le fait. Juste après la mesure, je projette sur l'espace associé au résultat, et le résultat XX. Alors ça, c'est tout à fait étonnant. Parce qu'au départ, cet état, je vous avais dit, on ne peut pas attribuer de propriété aux deux photons qui sont là. Mais si je trouve X pour le premier, alors instantanément, le deuxième est X. Alors vous me voyez venir, on va comprendre les corrélations. Parce que, évidemment, si je refais le calcul pour Y, si je trouve Y pour le premier, paf, j'ai Y pour le deuxième. Donc vous voyez l'image que ça me produit, tout ça. L'image que ça me produit, c'est que jusqu'au dernier moment, on peut aussi bien avoir plus 1 que moins 1, mais c'est au dernier moment que si on a plus 1 ici, on a plus 1 là, et si on a moins 1 ici, on a moins 1 là. Alors vous allez me dire, comment vous le savez que c'est au dernier moment? Mais précisément à cause de ma troisième expérience où je change l'orientation des polariseurs au dernier moment.
Comme je le change au dernier moment et que le résultat dépend de cette orientation du dernier moment, c'est bien que c'est au dernier moment que ça s'est passé. Donc on est face à cette image bizarre, bizarre, bizarre. Donc jusqu'au moment de la mesure sur le premier photon, on peut obtenir aussi bien plus 1 que moins 1, mais si on a plus 1 d'un côté, on a plus 1 de l'autre, et si on a moins 1 d'un côté, on a moins 1 de l'autre. C'est la non-localité quantique. Bien. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va s'en servir pour s'apercevoir que la méthode proposée par Arthur Eckert a toutes les raisons d'être une méthode fiable. Alors, quel est le problème? Pour l'instant, il n'y a pas de quantique. Alice et Bob, les deux partenaires, veulent communiquer entre eux, ce sont deux amis, et il y a un espion affreux qui s'appelle Eve, parce qu'en anglais, celui qui écoute comme ça s'appelle eavesdropper. Donc l'espion qui s'appelle Eve veut intercepter le message, et Robert Shannon, le père de la théorie de l'information, a établi un théorème qui est un théorème sérieux, solide de mathématiques, qui dit la chose suivante. Si Alice et Bob possèdent deux suites identiques, aléatoires de 1 et de 0, Alice utilise cette clé de codage pour coder le message, et Bob utilise la même clé pour décoder, et paf, c'est totalement sûr, à une condition, que le message ne soit pas plus long que la clé. Parce que si le message est plus long que la clé, il va falloir utiliser plusieurs fois la même clé, et à ce moment-là, il y aura une espèce de périodicité, et je peux vous dire que les mathématiciens qui font de la cryptographie, c'est des gens absolument géniaux, s'il y a moins de périodicité là-dedans, ils vont la repérer, et ils vont arriver à décoder le message. Donc, vous voyez que finalement, le problème, c'est de distribuer à Alice et Bob, qui sont loin l'un de l'autre, deux suites aléatoires identiques de valeurs aléatoires parmi deux. Et vous me voyez venir. Les photons intriqués vont permettre de faire ça. Et ça, c'est l'idée d'Arthur Eckert. Donc, ça s'appelle QKD, Quantum Key Distribution. On va pouvoir distribuer les clés par un phénomène quantique, en l'occurrence dans la méthode d'Eckert, avec une source, alors ça c'est les sources modernes non linéaires, qui émet un photon d'un côté, un photon de l'autre. Alice et Bob font leurs observations. Quand ils ont choisi des orientations qui sont identiques, eh bien, jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si c'est plus 1 ou moins 1, mais si c'est plus 1 d'un côté, c'est plus 1 de l'autre, donc ils arrivent ainsi à générer leurs clés. Alors pourquoi la non-localité est importante? Parce que si c'est vraiment au dernier moment, comme je vous l'ai dit, pour le gars qui est là, il n'y a rien à espionner, puisqu'elle n'est pas encore décidée, l'information. Il n'y a rien à espionner pour lui. Et donc le simple fait de réaliser que la décision est faite au dernier moment, donc qu'il y a non-localité quantique, nous montre que la méthode doit être sûre. Alors après, il y a des raisonnements un peu compliqués pour être sûr. Il faut quand même des démonstrations qui ont la sécurité des démonstrations mathématiques. Mais je pense que dès l'instant où on a compris qu'il faut attendre au dernier moment, eh bien, c'est clair que Eve, il n'a rien à espionner. Voilà. Bon, on continue. Alors sachez que le record pour échanger comme ça des clés ou pour établir des clés coordonnées en cryptographie quantique a été obtenu par nos amis chinois qui ont mis une source de paires de photons intriqués dans un satellite qui les balance à 1200 km l'un de l'autre et ils observent la violation des inégalités de Bell. Ils peuvent donc en principe générer des clés à 1200 km l'une de l'autre. Alors, je vous ai annoncé qu'on allait discuter de la seconde révolution quantique. Alors la seconde révolution quantique, c'est d'abord un concept, l'intrication, mais un deuxième concept qui apparaît trivial à la jeune génération, mais pas du tout trivial aux gens qui ont appris la physique lorsque moi je l'ai apprise, c'est le fait qu'on sait aujourd'hui observer et contrôler, capturer des objets quantiques uniques. Quand j'étais étudiant, personne n'avait jamais fait ça. Il y avait même des gens très bien, comme Schrödinger,
qui disait non mais la physique quantique, c'est bon pour décrire un grand ensemble d'objets quantiques, et d'ailleurs du coup, ça ne vous étonne pas qu'il y ait des probabilités, puisque ça décrit des grands ensembles, dont ça fait des prévisions probabilistes, et voilà. Et Schrödinger avait dit, jamais personne ne sera capable d'observer un objet quantique unique. Eh bien, en 1970, il y a quelqu'un qui s'appelle Hans Dehmelt, qui a été capable de piéger un seul électron dans un système qui ressemble à ça, c'est un piège, de l'observer pendant plusieurs semaines. Ensuite, il y a des gens, bon, quelqu'un que j'ai vu la semaine dernière, Jerry Gabrielsé, qui, observant un seul électron pendant des heures et des heures, a été capable de faire une mesure là-dessus avec une précision incroyable, 12 chiffres après la virgule, que l'on peut comparer au calcul quantique. Et figurez-vous que ça marche. Alors le calcul quantique, il est un peu long, il faut accumuler des diagrammes, quelques milliers de diagrammes, mais enfin, ça marche. Donc, depuis 1970, on s'est piégé et observé des électrons uniques, on sait déplacer des atomes sur la surface d'un cristal et les observer, on sait émettre des photons un par un, je vous ai dit, avec Philippe Grangier en 1985, on était capable d'émettre des photons un par un. Bon, Serge Haroche a été capable de mettre des photons dans une boîte et de les observer, d'observer la vie et la mort d'un photon unique. Ici, des collègues allemands sont capables d'observer des atomes un par un et d'étudier leurs propriétés quantiques. Ah ben ça, quand même, c'est ma source de paires de photons. Moi, mes paires de photons, je les observais une par une. Si j'avais un tas de photons nu1 d'un côté et un tas de photons nu2, je n'aurais pas pu regarder les corrélations. Il fallait que j'envoie les paires une par une. C'est ce qui se passait. Et puis aujourd'hui, eh bien, il y a des gens, par exemple, les pionniers ont été à Saclay, au CEA, il y a des gens qui construisent des petits circuits quantiques à base de supraconducteurs, et ils arrivent à faire que ces petits circuits quantiques se comportent comme des objets quantiques. Vous voyez, les précédents, c'est des objets qui sont quantiques par construction, si j'ose dire, parce que Dame Nature nous donne des électrons, des atomes, des ions, des photons, qui sont quantiques parce que c'est la nature qui nous les fait quantiques. Tandis que là, ce sont des circuits qu'on fabrique par les techniques de la microélectronique et qui se comportent comme des objets quantiques. Alors, lorsque ces choses-là auront suffisamment progressé, je pense que ce sera tout à fait formidable, dont ça progresse régulièrement. Quand vous entendez les IBM et autres vous expliquer qu'ils ont des circuits à supraconducteurs, ce sont ces choses-là qui ont été inventées à Saclay il y a bien longtemps. Bon. Donc, rappelez-vous que la seconde révolution quantique, les concepts, c'est à la fois l'intrication et puis la manipulation des objets quantiques uniques. Alors, vous vous rappelez, une révolution, c'est conceptuel, scientifique. Science, ben oui, on a vérifié que l'intrication, elle est aussi extraordinaire que ce que prévoient les calculs, dont on a le côté conceptuel, on a le côté scientifique. Alors, est-ce qu'on a le côté technologique qui révolutionne la société ? Eh bien, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On y est. Là, on est en train d'avancer, mais on n'a sûrement pas encore révolutionné la société. Alors, vous avez quoi comme application ? Vous avez les communications quantiques, je vous en ai déjà parlé, la cryptographie et la téléportation, j'y reviens pas. Vous avez les ordinateurs quantiques qui essayent d'exploiter le caractère de l'intrication qui permet de fourrer plein d'informations dedans. Alors, vous avez l'ordinateur quantique idéal, celui qui aura la correction d'erreur et tout, celui-là, on ne l'a pas. Mais vous avez l'ordinateur quantique non idéal, bruité, qui permet quand même de faire des calculs, et d'ores et déjà, il permet de faire des calculs qu'on ne peut pas faire par force brute avec les ordinateurs les plus puissants dont on dispose. Donc, on est déjà en train de parler d'avantages quantiques. Et puis, vous avez des méthodes variées de métrologie quantique, c'est-à-dire faire des mesures utilisant des propriétés quantiques. Alors, par exemple, ici, un appareil que vous pouvez acheter, les géophysiciens en achètent, qui permettent de mesurer la pesanteur, la gravité, d'une façon très précise, et vous avez des appareils comme ça. Je suis très content parce que c'est des anciens étudiants à moi qui ont fait ça, donc je leur fais un peu de pub. Et donc, on met des appareils comme ça sur les flancs des volcans dans l'espoir d'arriver à avoir des fluctuations de pesanteur qui annoncent qu'il va y avoir une éruption. Si ça marche, c'est important. Vous avez ce qu'on appelle des mesures par centre NV. Bon, ceux qui l'ont entendu, l'idée c'est que la mesure bénéficie du fait que c'est un objet quantique unique. Donc vous voyez, il y a des applications potentielles. Alors, est-ce que ces applications potentielles vont révolutionner la société ? On ne sait pas.
Vous entendez parler d'avantages quantiques, tout le monde parle d'avantages quantiques. Alors l'avantage quantique, c'est quoi? Quand les gens en parlent, en général, ils disent « avec un ordinateur quantique, on va pouvoir faire des calculs qu'on ne peut pas faire avec un ordinateur classique ». C'est vrai, si ça marche comme prévu, on pourra faire ça. Mais il y a une deuxième face, si j'ose dire, à l'avantage quantique, c'est qu'on peut aussi rêver, et ce n'est pas rêver davantage que pour le premier avantage, on peut rêver qu'avec l'ordinateur quantique, on peut faire des calculs qu'on pourrait faire avec un ordinateur classique, mais en dépensant beaucoup moins d'énergie. Et ça, c'est quand même un moyen de motiver les jeunes pour venir travailler dans l'ordinateur quantique. Comme vous le savez, les jeunes sont très inquiets pour la planète, ils ont raison, et il est possible qu'une déclinaison de l'avantage quantique, ce soit un avantage énergétique. Tout ça demande à être démontré, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc, personne ne peut répondre avec certitude si ça va révolutionner la société ou pas, mais vous avez beaucoup de gens qui y croient, vous avez l'Europe, vous avez la région Île-de-France, vous avez un programme français, etc. Vous avez des sociétés qui investissent beaucoup là-dedans, alors celles qui ont plein d'argent, qui s'appellent Microsoft, Google, Amazon, IBM, mais vous avez aussi Atos qui n'a pas beaucoup d'argent en ce moment, mais qui néanmoins n'a pas sacrifié son département quantique. Sachez-le, ils ont sauvegardé leur département quantique, malgré les difficultés financières. Et puis, vous avez une flopée de start-up. Alors, je dois juste dire, pour être correct, que j'ai un conflit d'intérêts parce que je suis cofondateur de Pascal, je suis dans le conseil scientifique de Candela, je suis dans le conseil scientifique de celui-là, voilà. Donc, j'ai déclaré mon conflit d'intérêts. Mais il y en a plein qui sont bien, toutes ces start-up. Tout ça nous donne des perspectives fascinantes. Et je pense que je vais m'arrêter ici et passer aux questions. Je vous remercie.